J'ai toujours cru que ma famille était indestructible. Notre maison de campagne en Provence, avec ses murs de pierre épais et ses volets d'un bleu lavande, semblait être une forteresse contre les maux du monde. Nous n'étions pas parfaits, bien sûr, mais nous étions solides, unis par un amour profond, des éclats de rire qui résonnaient contre les poutres en chêne et des dîners du dimanche qui s'étiraient jusqu'à la tombée de la nuit. Ces repas étaient sacrés. L'odeur du bœuf bourguignon de ma mère, Valérie, qui mijotait pendant des heures, ou le son léger des crêpes sautant dans la poêle, remplissait la maison d'une chaleur réconfortante. Mon père, Stéphane, était mon héros. Un homme à la stature imposante, dont la fierté était aussi enracinée que les vieux oliviers de notre jardin. Ma mère était le cœur battant de notre foyer, sa douceur et sa présence liant nos vies comme un fil invisible et précieux. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une seule décision, une exigence impensable de la part de mon père, anéantirait tout ce que nous avions si patiemment construit, pierre par pierre. Mais parfois, la trahison ne vient pas d'étrangers au visage anonyme. Elle s'infiltre, insidieuse, depuis le cercle des personnes en qui vous avez le plus confiance. Tout a commencé par une soirée ordinaire, à la fin de l'été. Le genre de soirée où la lumière dorée de la Provence s'attarde sur les collines, où le chant des cigales s'apaise doucement et où tout semble si normal, si immuable, que vous ne pourriez jamais deviner que votre vie est sur le point de basculer. Je me souviens encore de la façon dont la voix de mon père a tremblé, une fissure infime dans son assurance habituelle, lorsqu'il m'a appelé dans le salon. Valérie était assise sur le canapé, silencieuse, ses mains jointes si fort sur ses genoux que ses jointures en étaient blanches. Elle semblait s'accrocher à quelque chose d'invisible, une bouée de sauvetage dans une mer déchaînée que je ne voyais pas encore. L'air dans la pièce était lourd, électrique, comme l'atmosphère juste avant un orage violent. J'ai immédiatement su que quelque chose de grave n'allait pas. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à ce qu'il s'apprêtait à dire. Avant que je ne vous révèle la nature de sa demande, il faut que vous compreniez une chose à propos de mon père. Stéphane n'était pas un homme mauvais. Du moins, pas de la manière dont on imagine généralement les hommes mauvais. Il était fier, profondément ancré dans des traditions d'un autre temps, et il croyait au contrôle. Le contrôle sur son entreprise, sur sa maison, et même sur nos émotions. Il exerçait ce contrôle avec une autorité naturelle qui, pendant des années, nous avait semblé être une forme de protection. Il nous aimait, j'en suis certaine, mais son amour était toujours assorti de conditions, de règles tacites et d'attentes précises. Et pendant des années, nous avions tout accepté ce pacte, car nous pensions que c'était simplement sa nature. Mais un amour soumis à des limites est-il vraiment de l'amour ? Alors que je me tenais là, debout au milieu du salon, le tapis provençal usé sous mes pieds, un tourbillon de confusion et de nervosité grandissant en moi, mon père m'a regardé avec des yeux que je ne reconnaissais pas. Ils n'étaient plus chaleureux ni familiers. Ils étaient froids, distants, presque désespérés. Ces mots sont sortis lentement, pesants, comme s'il les avait répétés 100 fois dans sa tête mais qu'il haïssait toujours autant les prononcer. « Chloé, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, » a-t-il dit, sa voix à peine plus qu'un murmure rauque. Quelque chose que ta mère n'a pas la force de faire. À cet instant, mon monde s'est figé. Un silence assourdissant est tombé, seulement troublé par le tic-tac de la vieille horloge comtoise. Ma mère a baissé la tête, et j'ai vu des larmes silencieuses rouler sur ses joues, scintillant dans la lumière tamisée de la lampe. J'essayais de donner un sens à sa requête, mais à mesure qu'il parlait, chaque mot s'enfonçait plus profondément en moi, comme une lame de glace. Ce n'était pas une simple demande. C'était un ultimatum, un choix impossible qui m'obligerait à choisir entre la loyauté que je lui devais et la vérité en laquelle j'avais toujours cru. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, ma respiration se faire courte. L'impensable exigence de mon père n'était pas seulement choquante, elle était moralement impossible. Et lorsque j'ai finalement refusé, la gorge nouée et les larmes aux yeux, c'est là que tout s'est effondré. Ce soir-là a marqué le début du délitement de notre famille. Le prologue d'une histoire remplie de secrets, de trahison et d'un acte d'infidélité qu'aucun de nous n'avait vu venir. Ce que mon père a avoué ensuite n'a pas seulement brisé le cœur de ma mère. Cela a fait voler en éclats tout ce que nous pensions savoir sur l'amour, la confiance et la famille. Restez avec moi, car ce qui s'est passé après ce moment a changé nos vies à tous, pour toujours. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Les mots de Stéphane tournaient en boucle dans ma tête, un carrousel infernal de questions sans réponse. Comment tout avait-il pu changer si vite ? L'homme qui, autrefois, me bordait dans mon lit,
qui m'avait appris à faire du vélo sur les chemins de terre de Provence et qui me répétait que la famille passait avant tout, ne me semblait plus être la même personne. Sa voix résonnait dans mon esprit, ce même ton calme et lourd, qui portait plus de poids qu'un cri. Valérie ne parlait presque plus. J'ai essayé de lui parler, de la pousser à se confier, mais elle s'est contentée de secouer la tête, son regard perdu dans le vague. Certaines choses ne devraient pas être dites, a-t-elle murmuré, ses yeux brillant d'une douleur inexprimée. Cette phrase est restée gravée en moi. Qu'est-ce qui pouvait être si terrible qu'elle ne pouvait même pas le formuler à voix haute? Qu'est-ce que mon père cachait? Et pourquoi nous entraînait-il, ma sœur et moi, dans ce tourbillon? Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer de petites choses. Des appels téléphoniques tard le soir auxquels il mettait fin brusquement dès que j'entrais dans la pièce. Des chuchotements entre mes parents qui cessaient net dès que je m'approchais. Mon père rentrait de plus en plus tard, une odeur subtile de parfum qui n'était pas celui de ma mère accrochée à ses vêtements. Je ne voulais pas croire ce que mon esprit me suggérait, mais au fond de moi, je savais que quelque chose était terriblement détraqué. La tension devenait plus épaisse chaque jour, palpable comme l'humidité avant l'orage. Les dîners en famille, autrefois joyeux, étaient devenus des champs de bataille silencieux. Le crissement des fourchettes sur les assiettes était le seul son, les regards se fuyaient, et les émotions étaient enfermées derrière des sourires forcés. Ma petite sœur, Manon, a demandé si tout allait bien, mais personne ne lui a répondu. Comment expliquer à une enfant que les personnes qu'elle aime le plus au monde s'éloignent l'une de l'autre à cause d'une vérité trop douloureuse à affronter? Puis, un soir, j'ai surpris une dispute entre mes parents. Ce n'était pas bruyant, mais les mots étaient acérés, capables de traverser les murs. La voix de ma mère s'est brisée lorsqu'elle a dit « Je ne peux plus vivre avec ce secret, Stéphane ». La réponse de mon père a été basse, presque suppliante, « Si tu leur dis, tu nous détruiras tous ». Cette phrase m'a glacé sur place. Nous détruire? Qu'est-ce qui pouvait être si puissant, si honteux, pour que la vérité puisse briser notre famille? Je ne le savais pas encore, mais ce moment n'était que le début. Le secret que mon père dissimulait allait bientôt éclater au grand jour. Et quand il le ferait, il changerait tout ce que je pensais savoir sur l'amour. Plus j'essayais d'ignorer la situation, plus il devenait difficile de prétendre que tout allait bien. La distance de mon père grandissait comme une ombre qui s'étirait sur chaque recoin de notre maison. Il a commencé à fermer son bureau à clé, à prendre ses appels téléphoniques dehors, dans le jardin, et à éviter complètement les rassemblements familiaux. Ma mère, autrefois si pleine de vie, semblait s'éteindre un peu plus chaque jour. Elle se déplaçait comme quelqu'un portant un fardeau trop lourd, ne souriant que lorsqu'elle voyait Manon. Et même alors, ses yeux restaient vides. Je me suis retrouvé prise au milieu, déchiré entre deux personnes que j'aimais plus que tout. Je voulais croire que mon père avait une raison, une bonne raison, pour tout ce qu'il faisait. Mais les chuchotements, le secret, les disputes silencieuses qui se terminaient toujours avec ma mère en larmes, tout cela était impossible à ignorer. Mon cœur voulait le protéger, mais mon esprit ne cessait de poser la même question, que nous cachait-il? Un soir, je l'ai suivi. Je sais que c'est mal, mais j'avais besoin de réponses. Il avait dit qu'il allait à une réunion d'affaires tardive, mais quelque chose au fond de moi me disait que ce n'était pas la vérité. Je suis resté assez loin pour ne pas être vu et je l'ai regardé se garer devant un bistrot tranquille dans un petit village provençal voisin. Une femme était déjà là, attendant près de la porte. Elle lui a souri quand elle l'a vu. Le genre de sourire qui contient de la familiarité, du réconfort, et quelque chose de plus. J'ai senti ma poitrine se serrer au point de me faire mal. Je ne la reconnaissais pas, mais la façon dont il la regardait m'a tout dit. Pourtant, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas pleurer. Je suis juste resté là, figé dans la pénombre, alors que mon père, l'homme en qui j'avais plus confiance qu'en quiconque, entrait dans ce restaurant et laissait une partie de mon monde derrière lui. Cette nuit-là, j'ai compris que la vérité ne concernait pas seulement une trahison. Quand je suis rentré à la maison, tout me semblait différent. Les murs semblaient se refermer sur moi, comme s'ils connaissaient le secret que je portais maintenant. Mon père est rentré tard, comme il l'avait dit, prétendant que tout était normal. Je l'ai regardé se servir un verre de vin, desserrer sa cravate et s'asseoir à table en face de ma mère, qui n'a même pas levé les yeux. L'air entre eux était lourd, irrespirable. Et je pouvais presque entendre le silence hurler. Je voulais lui dire ce que j'avais vu. Je voulais crier, lui demander pourquoi il nous mentait,
Pourquoi il détruisait la famille qu'il avait construite de ses propres mains? Mais quelque chose en moi m'a arrêté. Peut-être la peur. Peut-être le déni. Ou peut-être était-ce parce que je savais qu'une fois que je l'aurais dit à voix haute, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Les jours suivants ont été insupportables. Ma mère est devenue distante. Mon père, plus sur la défensive. Je l'ai surpris à lui parler sèchement pour des broutilles. Sa cuisine, son silence, même la façon dont elle le regardait. Il était en colère, mais pas contre elle. Il était en colère parce que la vérité se refermait sur lui, et il le savait. Puis, un soir, tout a atteint un point de rupture. Ma mère a trouvé quelque chose, une enveloppe cachée dans sa mallette. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage quand elle l'a ouverte. Ce n'était pas seulement le choc. C'était un chagrin d'amour mêlé de trahison. Elle s'est tournée vers lui, sa voix tremblante alors qu'elle disait « Depuis combien de temps comptais-tu nous cacher ça ?» Mon père s'est figé, son expression indéchiffrable. Manon et moi nous tenions dans l'embrasure de la porte, nos cœurs battant la chamade. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était la fin. Le moment où tout allait enfin s'écrouler. Ce que mon père dirait ensuite déciderait si notre famille pouvait survivre ou s'effondrer pour toujours. Mon père n'a pas parlé tout de suite. Il s'est contenté de fixer ma mère, le visage pâle et contracté, comme s'il retenait des mots qui pourraient tout détruire. Ma mère a brandi les papiers de l'enveloppe, des lettres, des photos, des choses que je ne comprenais pas entièrement. Mais au regard dans ses yeux, je savais que c'était plus qu'une simple trahison. C'était la confirmation de tout ce qu'elle avait craint et de tout ce que j'avais essayé de ne pas croire. Quand il a finalement parlé, sa voix était basse. « Tu ne comprends pas, a-t-il dit, son ton désespéré. Ce n'est pas ce que tu penses. » Mais le tremblement dans sa voix le trahissait. Pendant des années, il avait été celui qui contrôlait tout, l'homme qui avait toujours une réponse, toujours un plan. Mais à cet instant, il semblait petit, acculé par ses propres mensonges. Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle jetait l'enveloppe sur la table. « Alors explique-le, a-t-elle dit. Explique pourquoi il y a une femme, une certaine Léa, qui t'écrit en disant qu'elle a ton enfant. » Les mots ont frappé comme un coup de foudre. Manon a eu un hoquet de surprise, et j'ai senti mon estomac se tordre. Un enfant? La pièce s'est mise à tourner. Mon père n'a pas nié tout de suite, et ce silence en disait plus que n'importe quel aveu. Ma mère s'est effondrée en sanglots, ses pleurs résonnant dans la maison, et je suis resté là, incapable de bouger. La vérité avait finalement fait surface. Mais ce n'était pas la fin. C'était juste le début de quelque chose d'encore plus sombre. Quelques nuits plus tard, alors que j'essayais de calmer Manon, j'ai surpris une autre conversation. Cette fois, j'ai commencé à me demander si ce n'était pas seulement une question d'infidélité. Peut-être y avait-il autre chose, quelque chose de plus grand lié à cette autre famille, à cette autre vie. Chaque indice semblait pointer vers des secrets qui allaient bien au-delà d'un mariage brisé. Mon père n'avait pas seulement peur de nous perdre. Il avait peur d'être exposé. Et quoi qu'il cache, c'était assez puissant pour détruire plus que notre famille. La vérité ne concernait plus seulement la trahison. Elle concernait la survie. La nuit où tout a éclaté était orageuse. Le genre de nuit qui semble faire écho à ce qui se passe à l'intérieur d'une maison. La pluie battait contre les fenêtres alors que mon père se tenait dans le salon, face à nous toutes. Les yeux de ma mère étaient gonflés de larmes. Manon s'accrochait à sa main et je me tenais près de la porte, le cœur battant à toute allure. Il n'y avait plus de mensonges derrière lesquels se cacher. C'était l'heure de la vérité. Il a pris une profonde inspiration, sa voix se brisant alors qu'il le disait enfin. Oui, a-t-il admis. Il y a un autre enfant. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du bruit de la tempête au dehors. Il a expliqué qu'il y a des années, pendant une période difficile de son mariage, il avait commis une terrible erreur. Ce n'était pas de l'amour, a-t-il dit. C'était de la culpabilité, de la solitude, et un moment qui a échappé à tout contrôle. La femme qu'il voyait, Léa, lui avait dit plus tard qu'elle avait un fils, Lucas, mais elle n'a jamais voulu d'argent ni d'attention. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il reconnaisse l'enfant discrètement. Il l'a fait, et pendant des années, il les a soutenus sans rien dire à personne. Le visage de ma mère est devenu livide, sa voix tremblante. Alors pendant tout ce temps,
tu as construit une seconde vie dans notre dos. Les yeux de mon père se sont remplis de larmes. Je pensais que je pouvais protéger tout le monde, a-t-il dit. Mais je n'ai fait que tout détruire. Juste au moment où je pensais que la vérité était enfin sortie, il a sorti une autre enveloppe de sa veste et l'a tendue à ma mère. Vous méritez de tout savoir, a-t-il murmuré. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des papiers d'adoption. L'enfant, Lucas, n'était pas de son sang. Il avait aidé Léa à cacher la vérité parce qu'elle fuyait quelqu'un de dangereux, et il avait juré de la protéger, elle et l'enfant. La révélation nous a frappés comme une vague. Les larmes de ma mère sont passées de la colère à la confusion, et pendant un instant, aucune de nous ne savait quoi dire. L'impensable exigence de mon père, toutes ces semaines auparavant, sa supplique pour que nous lui fassions confiance, prenait soudain tout leur sens. Mais le mal était déjà fait. La confiance était rompue. Les cœurs étaient brisés. Et même si la vérité n'était pas ce que nous craignions, c'était tout de même une vérité qui changeait tout. Cette nuit-là, alors que l'orage s'apaisait enfin, j'ai réalisé quelque chose. La trahison ne vient pas toujours des mensonges. Elle peut aussi provenir des secrets gardés par amour. Le lendemain de cet orage fut plus silencieux que tous les matins que j'avais connus. La maison, bien que toujours empreinte de tension, semblait plus légère, comme si la vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous avait enfin permis de respirer à nouveau. Mon père était assis seul à la table de la cuisine, fixant son café sans le boire. Ma mère se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, les yeux fatigués mais plus calmes. Pour la première fois depuis des semaines, personne ne criait ni ne pleurait. Nous étions simplement immobiles. Il s'est de nouveau excusé, pas seulement avec des mots, mais avec le genre d'honnêteté qui n'a pas besoin d'être répété. Il a admis que sa peur de nous perdre l'avait poussé à cacher des choses qui auraient dû être affrontées. Au cours des semaines suivantes, nous avons essayé de nous reconstruire. Mon père a clairement indiqué que Léa et son fils Lucas étaient maintenant en sécurité, et qu'il n'y avait plus de danger. Il voulait tout avouer parce qu'il ne pouvait plus vivre avec le poids de ses choix. Ma mère a accepté de suivre une thérapie, pas pour lui, mais pour elle-même, pour guérir, pour comprendre, et peut-être un jour, pour pardonner. Manon a lentement recommencé à lui parler, bien qu'elle hésitait encore à l'appeler « papa ». Quant à moi, j'ai appris quelque chose auquel je ne m'attendais pas. La trahison ne se résume pas toujours à l'infidélité. Il s'agit de confiances brisées, de secrets qui deviennent trop lourds lorsqu'on les laisse dans l'ombre. L'impensable exigence de mon père et les choix qui ont suivi ont déchiré notre famille. Mais ils ont aussi révélé quelque chose de caché sous la douleur, la vérité que l'amour n'est pas parfait et que le pardon n'est pas une faiblesse. C'est du courage. Des mois plus tard, nous étions assis à la même table de salle à manger où tout s'était effondré. Ce n'était plus pareil, et peut-être que ça ne le serait jamais, mais il y avait la paix. Ma mère a tendu la main et a pris celle de mon père. Et dans ce petit moment de silence, j'ai compris que les familles ne survivent pas parce qu'elles évitent de se briser. Elles survivent parce qu'elles trouvent la force de recoller les morceaux, même si les cicatrices restent visibles.